Bonjour et bienvenue sur la chaîne The Truth où vous trouverez la vérité et rien que la vérité. Dans ce premier épisode, nous allons mettre en lumière l'affaire Chandler de 1993 à 1994. Nous allons parler des premiers chefs d'accusation contre Michael Jackson en tant que pédophile. Michael Jackson est-il réellement innocent ? Nous allons tout d'abord commencer par une brève présentation de l'homme qu'il était. Michael Joe Jackson, né le 29 août 1958 à Gary dans l'Indiana, dans une famille modeste de 9 enfants, il était d'origine afro-américaine et indienne. Son entourage le définissait comme enfantin, solitaire, sensible, généreux, naïf, doux et honnête. Michael Jackson souffrait de vitiligo, une maladie qui détruit la pigmentation de la peau sous l'effet du soleil. Il souffrait également de lupus cutané, une maladie auto-immune chronique dont il a été diagnostiqué lorsqu'il avait une trentaine d'années. Dans son cas, le lupus ne touchait que sa peau, alors que dans plusieurs cas, les articulations, le rein, le cœur ou encore les vaisseaux peuvent être touchés. Il y a plusieurs causes qui peuvent déclencher le lupus, comme l'exposition au soleil. Michael était en effet allergique au soleil, d'où le chapeau et le masque. Il était aussi atteint du syndrome de Peter Pan, aussi appelé complexe de Peter Pan ou puer Aeternus. Ce syndrome n'est pas considéré comme une maladie car il n'a pas fait l'objet d'études scientifiques. Cette maladie caractérise les enfants et les adultes qui sont angoissés à l'idée de grandir ou qui sont instables dans le monde des adultes. On le remarque chez le roi de la pop avec Neverland. La plupart des personnes atteintes de ce syndrome ont le comportement d'un enfant d'environ 6 à 9 ans à l'âge adulte. Même si, dans certains cas, ils sont capables de parler et de réfléchir comme des adultes. Il y a plusieurs stades dans cette maladie. On va parler de la période qui nous intéresse le plus car cela va nous aider à comprendre certaines réactions de Michael dans cette affaire. De 26 à 45 ans, à cet âge-là, c'est le début de la partie chronique du syndrome. La personne se protège du changement réel par la pensée magique, qui lui évite donc d'avoir à reconnaître ses torts et ses responsabilités. L'individu peut totalement s'identifier à Peter Pan, on peut le voir chez Michael Jackson. L'adulte tente de retrouver son enfance face au style de vie qu'il n'a pas choisi avec la culpabilité d'avoir perdu des années. Le roi de la pop a en effet commencé sa carrière de chanteur en 1963 à l'âge de 5 ans avec les Jackson 5. Il a débuté sa carrière solo en 1972 à l'âge de 13 ans avec l'album Go To Be There. Mais il continuait toujours sa carrière avec les Jackson 5 en parallèle. Le petit Michael s'est séparé des Jackson 5 en 1984, à l'âge de 26 ans, pour devenir le Michael que l'on connaît tous. Il faut savoir qu'il a été élevé par sa mère en tant que témoin de Jéhovah, mais il devient chrétien en 1993. Durant toutes les périodes de sa vie, il s'est intéressé à toutes sortes de religions et toutes sortes de philosophies. Ainsi, il était très spirituel. Tout a commencé lors d'un après-midi de mai 1992, lorsque Michael Jackson tombe en panne dans une rue de Los Angeles. Il se rend alors dans le garage le plus proche, dans lequel travaillait Dave Schwartz, le beau-père de la présumée victime Jordan Chandler. Il s'avère que Jordan est un fan incontesté de Michael Jackson. Chanceux, ce dernier lui passe son numéro de téléphone personnel. Mais il se passera de longues semaines avant que Michael Jackson et la famille ne reprennent contact. Au fil des mois, Jordan et sa mère, sa petite sœur Lily, deviennent des visiteurs assidus de Neverland. Une complicité évidente se crée entre Michael et Jordan. C'est pourquoi le chanteur se montre très généreux envers la famille Chandler. Il leur fait part de plusieurs cadeaux, comme des jeux ou encore des bijoux. Jordan, qui a un semblant de relation père-fils avec son géniteur, s'empresse tout de même de lui raconter toutes ses aventures avec le roi de la pop. Ce dernier se nomme Evan Chandler, dentiste à Beverly Hills par dépit, car il a toujours voulu être un grand scénariste. Le père biologique de Jordan écouta ses aventures avec attention et s'empressera d'aller s'en vanter auprès de ses amis. En juin 1992, Michael Jackson débute sa tournée Dangerous Tour en Europe, avec pour but de faire une meilleure tournée que sa précédente Bad Tour. Malgré une tournée chargée, le roi de la pop ne passera pas une semaine sans donner de nouvelles à son ami Jordan. Même si pendant cette tournée, Michael est souvent entouré d'enfants comme Brett Barnes,
Prince Albert Von Thurn, etc., ses pensées sont exclusivement tournées vers Jordan Chandler. Il arrive quelquefois qu'ils passent des nuits au téléphone ensemble. Selon les dépositions de Jordan, une de leurs conversations était centrée sur la tournée ainsi que le fait qu'il donne des dons pour la fondation Heal the World afin d'aider les enfants dans le besoin. En décembre 1992, le roi de la pop revient dans son pays natal et découvre que sa meilleure amie, l'actrice Elizabeth Taylor, a décoré son ranch Neverland afin qu'il puisse fêter son premier Noël. Il avait 34 ans. Ce dernier s'empressera d'appeler son ami Jordan pour lui conter sa joie et son émerveillement. Je cite. « Tu devrais voir ça, c'est merveilleux. J'aimerais tellement que tu sois là. Ce serait le paradis. » Après un long mois d'absence, entre Jackson et la famille Chandler, ils sont à nouveau réunis en février pour passer du temps à Neverland. En effet, ils se séparèrent car Michael dut préparer et performer au Super Bowl en janvier 1993. Pendant l'une de ces après-midi, installé dans une nacelle de sa grande roue, Michael se confiera à Jordan, sa mère, June et sa petite sœur Lily. « Vous savez combien de temps je reste ici tout seul ? Des heures entières. Seul à regarder le paysage. Vous savez, tout ce que vous voyez à vos pieds m'appartient. J'ai tout, mais pourtant je n'ai rien. » « Mais si tu nous annonces, déclare Jordan, alors assis à ses côtés. « Oui, ma nouvelle petite famille. La seule chose importante dans la vie, c'est d'avoir à vos côtés des gens qui vous comprennent, qui vous aiment, des gens qui vous font confiance et qui resteront avec vous, quoi qu'il arrive. » Michael peut-il réellement faire confiance à sa nouvelle famille ? Un ancien associé du roi de la pop rapportera que, je cite, « Michael est une personne triste, vraiment triste. Il a eu une vie difficile. Il a toujours été seul, aussi loin que je m'en souvienne. Ce qui attire Michael dans Jordi, c'est son humour. Dès que quelqu'un le fait rire, vous pouvez en être sûr que c'est quelqu'un qu'il voudra toujours à ses côtés. Quand il en a envie, Jordi n'hésite pas à se moquer de Michael, et ce dernier adore ça. Il aime sa façon naturelle de parler, de lui dire les choses. À ses côtés, il peut être lui, tout simplement. Il s'agit ici d'une relation sortie de l'ordinaire, car rappelons-le, Michael Jackson avait 34 ans alors que Jordan n'en avait que 13. En mars 1993, lors de son déplacement à Las Vegas pour le Soul Train Award, Michael Jackson invita sa nouvelle petite famille. Il réserva une suite à $3,000 la nuit, dont une pour June, ainsi que la petite sœur de Jordan, Lily, et une autre pour Jordan et lui-même. Après avoir bien profité de leur première journée à Las Vegas, tout le monde s'en alla dormir, sauf Michael et Jordan qui eux regardèrent l'exorciste. D'après les différentes dépositions, les deux amis auraient passé la nuit ensemble, après la fin du film car Jordan était apeuré. Chacun se trouvait aux deux extrémités du lit selon les dires. Michael était en pyjama et Jordan en t-shirt, ainsi qu'en pantalon. D'après les mêmes dépositions, le lendemain matin, June, la mère de Jordan, expliqua qu'elle ne retrouva pas son fils dans sa chambre initiale, mais dans celle du roi de la pop. Elle fut en colère et fit la morale à son fils en lui expliquant qu'il ne fallait plus recommencer. Dans la journée, Jordan parla des remontrances de sa mère au roi de la pop et ça sera au tour de Michael d'être en colère car il ne comprenait pas pourquoi June ne lui faisait pas confiance. Une discussion eut lieu entre les deux adultes, Michael et June. June expliqua que ce n'était pas approprié de dormir avec un enfant. À ce moment-là, Michael rétorqua que, je cite, « Selon lui, un enfant est pur et innocent jusqu'à ce qu'il soit corrompu par les adultes. Il attrape ensuite la manie de mentir, de juger. Il devient cynique. Il lui explique qu'il voudrait tellement que Jordi reste pur pour toujours et qu'il ne soit pas entraîné dans un monde pourri des adultes. » Au final, June accepte de croire Michael malgré elle, juste après l'avoir vu pleurer. En guise de remerciement pour sa confiance, Michael acheta un bracelet de plus de $12,000 à June dès le lendemain. Malgré les doutes persistants de June, elle laissa les deux amis vivre pleinement leur amitié et continuer de dormir ensemble. Lors de leur longue discussion téléphonique, June déclara entendre son fils parlant souvent dans une sorte de langage codé. Oui, non, peut-être, comme deux gamins qui voulaient se parler sans que les adultes ne comprennent leur conversation. Michael se confia à June sur le fait qu'il se sentait incompris et jugé sans arrêt. De ce fait que ça le blessait que la mère de Jordan remette sans cesse en question sa confiance.
Pendant que Michael Jackson effectue la promotion de son album Dangerous à travers le pays, June va se rapprocher d'Evan, qui est le père de Jordan. Elle va lui expliquer que les deux amis deviennent de plus en plus proches et c'est à ce moment-là que le géniteur va complètement changer de comportement. De plus, June va insister sur le fait que Michael s'occupe plus de son fils que lui-même, et ainsi qu'ils partagent souvent le même lit. Ce qui mit en colère Evan car il trouva le comportement de Michael inacceptable. Malgré tout, June défendit le roi de la pop car elle le connaissait. Elle savait que Michael avait un caractère enfantin et innocent. Le père de Jordan n'en resta pas là. Il se mit à parler de la relation ambiguë qu'a son fils avec Michael Jackson à tout son entourage. En effet, Evan prit contact avec Arnold Klein, le docteur personnel du roi de la pop, qui lui confirma que la star était 100% hétérosexuelle et qu'il ne ferait jamais de mal à un enfant. Le géniteur garda tout de même ses doutes et décida donc de contacter un de ses amis médecins, qui lui recommanda d'agir pour que cette relation ambiguë prenne fin au plus vite. À la vue de tous les articles concernant Michael Jackson et sa nouvelle petite famille, June, Jordan et Lily, l'ex-mari et le mari actuel David Schwartz de June décident de se liguer contre le roi de la pop, étant jaloux de la situation. Ils se mettent donc d'accord pour stopper toute relation entre Michael et June. Vont-ils atteindre leur objectif ? Quelques semaines après l'apparition des gros titres, les deux hommes ont finalement décidé de tourner la page après avoir passé du temps avec la star, et vu qu'il était finalement inoffensif. Le père biologique, Evan, déclara, je cite, « Il était en fait gentil, très affectueux, et il n'avait aucun comportement déplacé vis-à-vis de Jordi. Par la suite, ils deviennent même amis. Mais il s'agira d'une amitié de courte durée, car malgré la confiance qu'il avait décidé d'accorder à Michael Jackson, Evan sent son fils lui échapper. D'autant plus que June lui annonce en juin 1993 que son fils ne souhaite pas aller à la fête de son école pour pouvoir passer du temps avec Michael Jackson à Neverland. Malgré le refus catégorique des deux parents, Jordan s'en alla tout de même rejoindre Michael Orange. Était-ce une relation toxique ? Plus tard, lors de sa déposition, Evan Chandler confiera que le roi de la pop devait être homosexuel et que son fils devait l'être aussi, car il ne voyait aucune explication à une telle obsession. Par la suite, le père de Jordan décide de contacter un avocat, Barry Rothman, et lui confie toutes ses suspicions d'abus sexuels envers son fils et son désir d'obtenir sa garde complète. Evan Chandler décida de menacer le mari de June pour obtenir la garde de Jordan. Il en fit un chantage contre la non-divulgation de l'affaire à la presse, afin de montrer le vrai visage de Michael Jackson qu'il désigne comme tordu. Malgré la situation préoccupante, toute la famille était affolée, sauf Michael qui semblait calme car il ne se rendait pas compte de l'importance de cette affaire. Le mari de June a dû lui faire écouter l'enregistrement téléphonique dans lequel Evan Chandler le menaçait de détruire sa carrière en divulguant tout à la presse. Le roi de la pop décide alors de contacter un détective privé, Anthony Pellicano, ainsi qu'un avocat pour discuter de l'enregistrement téléphonique. Et cela semblait très mal parti car il s'agissait d'une extorsion de fonds selon Bertram Fields. C'est la première fois que l'on entend parler d'une extorsion de fonds depuis le début de l'affaire. Afin d'essayer de calmer les deux parties, June décida d'emmener Jordan chez son père. Ce qui fut un moment très crucial dans l'affaire car lors d'une opération pour lui retirer une dent, il décide de lui administrer une dose d'amital par intraveineuse, qui est aussi appelée sérum de vérité, connu pour faire remonter bien souvent de faux souvenirs. Donc, son utilisation a d'ailleurs été arrêtée. Sous l'effet de la drogue, Evan affirmera que son fils a déclaré avoir subi des abus sexuels de la part de la star. Mais que cherchait-il réellement ? Après avoir eu ce qu'il voulait, Evan Chandler décida de poursuivre le roi de la pop et de récupérer son fils. Avant de réellement confronter Michael Jackson devant la justice, le père de Jordan décide d'avoir une dernière entrevue avec la star, le 4 août 1993, au Westwood Marquis Hotel, où il décida de l'affronter encore une fois en lui jetant toutes ses accusations à la figure en espérant qu'il avoue enfin les faits. Mais le roi de la pop niant fait sur fait, cela énerva le père de Jordan qui lui menaça. Je cite, « Je vais te ruiner, je vais t'enfoncer plus bas que terre, tu es fini, tu m'entends ?» Le détective privé de Michael Jackson, Anthony Pellicano, déclara, je cite,
Il voulait jouer carte sur table. C'était 20 millions de dollars, sinon c'était le scandale assuré. Bien qu'il doute que Michael puisse jamais verser un centime à Evan Chandler, il décide tout de même de faire passer la proposition à son client. Mais quelques jours plus tard, Evan Chandler écrit une lettre à son avocat. Je cite : « J'aimerais continuer à négocier avec M. Pellicano. Toutefois, si les négociations échouent, j'aimerais que vous déposiez une plainte contre Michael Jackson pour agression sexuelle sur mon fils. » En apprenant que Sony et Michael Jackson avaient conclu une entente de beaucoup de millions de dollars, le père de Jordan aurait demandé au roi de la pop de financer des scénarios de films qu'il aurait écrits. Mais Michael Jackson aurait refusé la demande. Le 17 août, une plainte est finalement déposée pour agression sexuelle à l'encontre de Michael Jackson. Dès le lendemain, le mari de June, Dave, et June elle-même sont entendus par la police. Mais le couple ne semble plus sûr de rien. Ils pensent que Jordan est manipulé par son père, mais ils n'en ont pas la certitude. Les Chandler retournent-ils leur veste contre le roi de la pop ? Malgré l'affaire et le dépôt de plainte, Michael Jackson s'envole à Bangkok pour terminer sa tournée Dangerous, malgré le stress et l'angoisse de la situation. Cette fois, ça y est, la presse mondiale est alertée. Un déferlement de haine va être déversé sur la plus grande star au monde. À cause de cette effervescence malsaine, Michael dut annuler plusieurs de ses concerts à cause de fatigue et des malaises. Et par la suite, la tournée sera annulée. Plusieurs de ses contrats furent arrêtés, notamment celui avec Pepsi. Petit fact, à ce moment-là, la marque Coca-Cola affiche une hausse de 20% sur ses ventes suite à l'arrêt du contrat entre Michael Jackson et Pepsi. De plus, sa propre sœur, Latoya Jackson, lors d'une conférence de presse en Israël, décida de l'incriminer et de le juger coupable devant le monde entier. Elle dira par la suite qu'elle avait été forcée par son mari de l'époque, ainsi que payée des millions de dollars pour faire cette déclaration. Au fil de sa tournée, le roi de la pop est devenu accro à la morphine et aux somnifères. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il dut faire une cure de désintoxication de plusieurs semaines à Londres. Et à la fin de son sevrage, il dut se rendre aux USA, car toute l'opinion publique attendait son retour avec impatience. Michael ne s'était pas encore exprimé. Arrivé dans son pays natal, il subit un long processus. Interrogatoire interminable, photo nue devant plusieurs officiers, médecins ou encore photographes. Le 22 décembre, il décide de faire une apparition à la télé pour déclarer le « I'm innocent » que vous connaissez tous sans doute. Suite à ces événements, le clan Jackson s'affaira autour de Michael pour savoir s'il ne vaut mieux pas payer pour éviter le pire. Pour le roi de la pop, la réponse était évidente. Il faut aller jusqu'au bout afin de se battre pour clamer son innocence. Mais son entourage n'est pas de cet avis, car d'après eux, il ne résistera pas. Il est trop affaibli psychologiquement et physiquement. Michael Jackson était déjà jugé coupable par la presse entière avant même le procès. C'était la parole du roi de la pop contre son meilleur ami, Jordan Chandler. La décision est finalement prise. Payer pour ne pas mourir. L'affaire est donc stoppée net. En effet, un accord financier est signé entre les deux parties, 22 millions de dollars. Le dernier versement du roi de la pop aura été effectué en juin 1999. La culpabilité de Michael Jackson est à son comble, car cela ressemble plutôt à un étouffement d'affaires qu'autre chose. Pourtant, après quelques mois d'enquête, le procureur général déclare qu'aucune preuve ne puisse faire douter de l'innocence du roi de la pop. Suite à cette affaire, Michael Jackson ne sera plus vu tel qu'il est réellement. L'opinion publique dissociera désormais l'artiste de la personne. Son art ne sera plus apprécié à sa juste valeur. Merci de votre attention durant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il était important de rétablir la vérité que malheureusement peu de personnes connaissent. Donnez-nous votre avis sur cette affaire en commentaire et n'oubliez pas de partager pour répondre à la vérité. N'hésitez pas à nous suggérer des futurs sujets de vidéos. Merci beaucoup.